tous et à tous. Salut. Salut à tous et Et toutes. salut au public. Salut public. Bienvenue dans notre 4e numéro du JT, celui du mois de mai. Au sommaire, nous allons vous parler de la Rose d'Or, des tournois du ceinturon d'argent. Vous allez également pouvoir voir une vidéo des mains d'or et de fer, suivie d'une interview de Jean-Marc Hébert, dit Réchignac, et de Gaël Marais. Une vidéo de Tapayo et pour finir, une vidéo de Roland Maillot, dit de Côme, sur le rassemblement de Luck, le 24 et 25 juillet. Et nous commençons donc par une vidéo, un reportage sur une jeune troupe, puisqu'elle a juste 2 ans d'existence. Elle est basée à Marseille. Ce sont des gens très sympas, ce sont des gens qui sont bien équipés pour le peu de temps d'existence qu'ils ont. J'ai parlé des mains d'or et de fer que nous vous présentons maintenant. Eh bonjour. Alors comme l'a dit les 2 vieux papis du New Play Show, nous sommes une troupe de jeunes prépubères. Et nous nous appelons les mains d'or et mains de fer. Et pas les mains au panier ou les mains dans ta gueule. Nous nous appelons les mains d'or et mains de fer. Pourquoi? Parce que les mains d'or, nous sommes des artisans qui allons de ville en ville pour présenter les métiers de l'époque médiévale. Mains de fer, pourquoi? Parce que nous sommes une troupe assez riche, on a cette chance-là, et on a des hommes d'armes qui sont là, plus ou moins pour nous protéger. Voilà. Au revoir. Bonjour, je suis Renaud des Mains d'Or et de Fer. Mon atelier consiste à vous présenter les armes, les armures, l'armement, les armoires, les coiffes, les armatures, les arborescences du XIe siècle, du XIIe siècle, du XIIIe siècle, du XIVe siècle, du XVe siècle et du XVe siècle. Mais pour les connaisseurs, je peux aussi faire l'Antiquité. A bientôt de vous revoir sur les médiévales. Adésias. Salut, c'est moi, Arnaud le Bigre. Alors, qu'est-ce qu'un bigre? Le bigre, c'est un petit peu le garde champêtre des abeilles. Il va pour son seigneur repérer tous les essaims qui sont dans la forêt. Il va les repérer dans quel tronc se sont nichées les abeilles, et il va les suivre. Il suivre l'évolution de l'essaim tout au long de la saison. Il va vérifier qu'elle produit bien du miel et de la cire. Et quand l'essaim sera maturé, il va aller récolter ce miel et cette cire. Donc son métier c'est de récolter ça, mais c'est aussi de grimper aux arbres et de poser des pièges contre son plus mortel ennemi, j'ai nommé l'ours brun. Et oui, l'ours brun, roi de la forêt, va se ravir du miel et va tenter d'aller le récupérer. Dans cet atelier, je vous présenterai aussi l'apiculture à l'époque. En effet, il était facile de faire à la main des ruches, comme celle-ci en osier, ou celle-ci, ruche-tronc, et qui permettait d'avoir un complément de revenu très confortable pour l'époque. En effet, on va en extraire du miel, mais aussi de la cire, le pain de cire, qui permettait de faire des bougies. C'était un très bon complément de revenu, car extrêmement utilisé par le clergé. Et enfin, dans une dernière partie,
Je pourrais vous parler des abeilles, et de leur vie au fil des saisons, et pourquoi il est important aujourd'hui d'en prendre grand soin. Bonjour, je me présente, Bernard, dit le bosselet, ou la luciole qui sent bon la lavande, avec Lorenzo, juste l'apprenti de son maître 54. Voilà, nous sommes là pour vous présenter les machines qu'il y avait à l'époque. Oui, à l'époque, il y avait des machines à l'époque médiévale. Nous avons par ici la scie à chantourner. La scie à chantourner qui marchait sans électricité. Sans électricité grâce à la jambe hyper musclée de Lorenzo. Nous pourrons vous présenter aussi cette petite machine aussi qui va... Allez, d'accord, et compris dans l'autre salle. Putain, lui, il n'aura jamais d'impact, il ne comprend pas comment ça marche. Voilà, et cette machine permet de travailler du bois, parce que c'est une sorte d'étau, du bois, ou travailler le cuir pour le coudre. Nous pourrons vous présenter aussi des tours à bois, un tour à bois, enfin des tours à bois, qui permettent de faire des gobelets ou d'autres articles de ce genre-là. Nous pourrons vous présenter un âne ou une chèvre, non, un âne ou une chèvre, c'est d'autres machines qui ne sont pas là et que vous pourrez voir dans les médiévales, bien sûr, où on vous attend nombreux avec nous. À bientôt. Salutations gentes dames et doucures, nobles damoiselles et damoiseaux, je m'appelle Tess et je vais vous présenter mon atelier. Je suis la mairesse du camp. Je soigne par les plantes, les insectes et les minéraux. J'observe aussi votre sang et vos urines. Quel que soit le mal qui vous ronge, je peux vous aider. Vermine dans les dents, chute de cheveux ou plaie purulente, j'ai tout ce qu'il vous faut. Mon rôle consiste aussi à déconstruire les croyances populaires de l'époque et à briser le mythe de la sorcellerie. Je vous dis à la revoyure, et comme dit le proverbe, bon mire, c'est plaie puante. Et voilà, c'est fini. À vous les studios, à vous les deux vieux du... C'est bon, c'est fini. Et maintenant, les bonnes nouvelles, puisque vous savez que toutes les médiévales vont redémarrer cet été, au début de l'été. Et en plus des médiévales, et bien sûr, les tournois du ceinturon d'argent vont recommencer, redémarrer. Alors, je vais vous donner un peu les tournois qui sont prévus pour l'instant. Pour le ceinturon d'argent, le premier tournoi aura lieu les 17 et 18 juillet. Alors, uniquement pour des combattants 14e siècle, 15e siècle. Ça se passera au Cheylard, en Ardèche, avec, pour ce tournoi spécifique, un premier prix d'une paire d'éperons d'or. Le second tournoi aura lieu le week-end du 31 août et 1er septembre. C'est un tournoi 13e siècle et 14e siècle. Ça se passera à Vienne, dans l'Isère. Et là, il y aura 2 boucliers de combat qui seront en jeu. Le troisième tournoi aura lieu au mois de septembre, exactement les 11 et 12 septembre. Ce seront des tournois 13e siècle et 14e siècle. Ça se passera en Isère, à Saint-Quentin-Falavier. Et là, on aura 2 paires d'éperons d'or qui seront mises en jeu. Et enfin, la finale aura lieu début octobre à la Rose d'Or. Et là, ce sera la grande finale des tournois du ceinturon d'argent avec le fameux ceinturon d'argent qui sera remis au vainqueur. Voilà donc pour les tournois du ceinturon d'argent. Pour les combattants qui désirent participer au tournoi du ceinturon d'argent, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur la page Facebook les tournois du ceinturon d'argent, où vous aurez les modalités de participation, les règlements de lice et la fiche d'inscription que je pourrais vous envoyer via le mail. Et maintenant, nous vous proposons un reportage tourné par Renaud et Steph sur notre grand ami Réchignac et Gaël Marais, qui travaille avec lui déjà depuis quelques années, sur les fabrications d'armures, de casques, voilà, d'excellents batteurs d'armures. Et bonjour, encore une fois nous voilà pour le journal du Med, et là on vous présente 2 personnages super intéressants.
Alors je vous laisse les découvrir. Donc bonjour. Bonjour, voilà, bon, moi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Jean-Marc Hébert alias Réchignac, tout sur mon site internet à JME Reproduction Antique et Médiévale. Donc ça fait quand même presque 20 ans que je fais du médiéval. Et puis après au niveau entreprise, j'ai commencé à faire un casque pour moi, ça a démarré comme ça. Comme j'étais informaticien et que je me suis retrouvé au chômage licenciement économique, je me suis dit tiens pourquoi pas me lancer. Puis c'est parti comme ça. Voilà, l'entreprise a démarré comme ça en 2005, donc maintenant ça commence à faire quelques années. Voilà. Après j'ai fait partie d'une asso qu'on a créée à l'époque qui s'appelait les Chevaliers de la Saint-Guilhem. On a fait les premiers assauts démo avec Grand Tanky et avec Philippe de Villedieu. C'était super. Et puis voilà, c'était mieux avant. Ouais, je sais pas. Et du coup, toi, présente-toi. Moi, c'est Gaël. Je suis nouveau dans le médiéval, on va dire, plus ou moins. Ça fait 2-3 ans que je le fais. Et du coup, c'est Jean-Marc qui m'a formé sur le batteur d'armure. Et du coup, ça m'a vachement plu et j'ai décidé de rester là-dedans. Et ça fait 1 an que j'ai monté ma boîte. Et du coup, on se partage l'atelier à 2 là. Et je fais aussi du combat à côté. Je suis dans une asso à Montpellier, l'école chevaleresque. On fait aussi bien des AMHE que de l'armure. On fait aussi un peu de viking AMHE. On fait un peu de tout, de la rapière, de la dague. J'ai aimé me fabriquer des épées, des boucliers, des armures. Bon, là-bas, c'était en carton. J'avais fait une première épée moi-même en acier, en fer, que j'avais fait à partir de cornières à l'âge de 12 ans. J'avais fait ça. J'étais même passé dans un journal, je crois, à l'époque. Le journal du village. Ouais, ça remonte oui, c'était les premiers essais, quoi, mais voilà, ça a toujours été un peu là. Vous êtes rencontrés en fait? C'est par l'intermédiaire du président de mon association, Gilles Carrière, qui ça fait un moment aussi qu'il est dans le médiéval, certaines personnes doivent le connaître quand même. Et du coup, il m'avait parlé de Jean-Marc qui faisait des armures. Moi là-bas, j'étais plutôt parti pour faire des épées, je m'étais fait une épée aussi, mais j'ai dit pourquoi pas tester les armures, et au final, je regrette pas mon choix parce que c'est vachement varié, il y a vachement de choses différentes à faire. On travaille aussi bien le cuir, l'acier, faire de la bouclerie, c'est du travail de forge. Après il y a du travail de minutie aussi sur des petites pièces, des petites décorations à faire. Du coup on s'ennuie pas, quoi. Il y a vachement où il n'y a aucune journée qui se ressemble, quoi. Est-ce qu'il y a une préférence dans la période, dans le matériau, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent plus que d'autres? Est-ce que tu as une spécialité ou toi Moi en ce moment je suis... moi pour l'instant, après je débute, c'est pour ça je suis vachement intéressé par la période fin 14 début 15. Et là je m'intéresse de plus en plus au début 15, notamment les armures anglaises et italiennes. Allemand je connais pas trop encore pour l'instant, je ne me suis pas trop penché dessus. Moi une période un peu charnière où l'armure a évolué vachement, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites sur les armures, surtout en fonction entre une armure anglaise par exemple et italienne, on peut voir il y a des différences énormes dans le choix des casques, de comment les armures sont, et c'est dû aussi au fait de différentes manières de combattre aussi en fonction des pays. Par exemple l'Italie était plus sur du combat à cheval, en cavalerie lourde, alors que les Anglais étaient plus sur du combat à pied avec infanterie et archers mélangés. Du coup forcément on voit que ça influe sur la conception de l'armure et comment l'armure va être développée. Et toi du coup, tu as tes préférences? Ma préférence elle a toujours été pour le 14-15e, mais en vieillissant avec l'âge je vais plus vers le summum de l'armure, vers le 16e en fait. Ah d'accord. Et ça t'arrive d'en produire ce genre d'armure? Celle que j'ai faite la dernière c'était pour Gilles Carrière de l'association Gaël, donc c'est l'armure 16e que je lui ai faite pour ces tournois qui est en acier trempé, en acier C45. Et là, son armure elle sera complètement terminée. D'accord. Après toi t'aimerais bien t'en faire une pour toi aussi. Voilà, là après les projets c'est m'en faire une vraiment gros luxe avec des gravures à l'acide et tout sur celle que je veux me faire. Là pour le moment je vais revenir sur une armure début 15 pour pouvoir travailler un peu plus les AMHE, un peu avec Gaël et puis revenir sur les AMHE avec Gilles Martinez. De toute façon, voilà, tu aimes les armures, et dans les pièces d'armure, c'est quoi le casque? C'est quoi que tu aimes bien faire? Ou est-ce que c'est l'ensemble finalement? En fait, maintenant, il y a des pièces, oui, je suis quand même assez spécialisé sur les casques. Je vais faire plus les casques, c'est vrai. Ouais, c'est plus ma partie, quoi, finalement. Ouais, c'est plus ma partie. Beaucoup aussi maintenant dans la bouclerie antique et médiévale. Tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent redémarrer les activités, quoi.
Tout à fait. Et du coup, vous commencez tout de suite par faire un moulage, c'est vraiment du sur-mesure. Il n'y a pas de moulage, il n'y a rien. Voilà, maintenant on fait que du sur-mesure. De toute manière, si la personne ne peut pas venir faire les moulages ou elle ne peut pas venir faire les essayages, c'est même pas la peine, on ne prend pas la commande. Voilà, parce que c'est impossible de travailler avec juste des mesures au centimètre, ça sert à rien parce que de toute manière on sait que ça ne va pas aller. Et ensuite, dès que la forme est bien, on vient faire les découpes pour que ça vienne l'échancrure des bras par exemple, on vient faire les découpes derrière. Et ensuite, dès que tout est en place, on vient le poncer. Et ensuite, dernier essayage, le client revient faire un dernier essayage, voir si tout est bon, tout va bien. Et après on la trempe, parce qu'une fois que c'est trempé, on peut plus trop revenir dessus. Voilà. Et du coup, toi tu t'es formé tout seul? Ou oui. Tu as eu un maître un peu comme a eu Gaël? Eh bien malheureusement non, j'ai pas eu de maître comme Gaël, parce qu'à l'époque déjà il n'y en avait pas quoi. Et c'était le début d'internet aussi. Il y avait pas, ça venait à peine de démarrer, il n'y avait pas beaucoup de bouquins là-dessus. Il y avait très peu de bouquins, il n'y avait qu'un seul bouquin qui à l'époque était sorti, c'était celui de Brian Price aux États-Unis sur comment fabriquer une armure 14e. Ouais. Mais sorti de ça, j'étais obligé de travailler en autodidacte complet. D'accord. Donc tu as fait des essais? J'ai fait des essais, il y a eu des ratés, et puis j'ai recommencé, et ainsi de suite. D'accord. Donc j'ai mis. C'est dommage parce que comme j'avais personne pour me former, j'ai mis beaucoup plus de temps à me former que quelqu'un qui est formé par un maître ou voilà. Par un maître artisan. Par un maître artisan. Gaël, il a eu sa chance pour lui de tomber sur moi, donc il a gagné plus de temps certainement sur l'apprentissage parce que voilà. C'est sûr que là, après, moi je vais vous montrer. Le matériel et tout aussi. Voilà. Après à l'époque j'ai démarré, j'avais pas grand chose quoi. Au fur et à mesure, tout ce qui est dans l'atelier là, ça a mis 15 ans avant de pouvoir avoir le matériel. Donc mise en question en permanence de toute manière dans ce métier-là. Voilà, ce qu'on va trouver pour acquis aujourd'hui, ça va être faux demain quoi. Ouais, donc, ça c'est pour la reconstitution voilà. en fait. Oui, en général, c'est ça, la charge de perfection. Pareil, une pièce que je vais faire aujourd'hui, dans 5 ans je vais la trouver nulle alors qu'aujourd'hui elle me paraît parfaite par exemple. C'est toujours comme ça. On va dire que c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'on s'améliore au fur et à mesure, mais voilà, c'est tout le temps une remise en cause. Ouais, puis c'est d'être humble aussi, face. Et puis les exigences aussi des clients ont fait qu'on a vachement évolué sur les techniques de travail. De toute manière, moi quand j'ai commencé il y a 15 ans en arrière, je travaillais majoritairement à froid. On faisait des armures qui n'étaient pas retrempées, tout était en acier doux. On avait du mal. D'ailleurs, c'était très compliqué à trouver des aciers en tôle, en acier pour les tremper. On travaille quasiment maintenant tout le temps à chaud. Voilà, c'est le travail à froid. Il va se faire que sur le planage, par exemple, des pièces. Mais après, sur le travail de la mise en forme des pièces, on fait tout à chaud maintenant. Et est-ce que vous pensez que finalement, en travaillant ensemble, mais en faisant chacun votre part du travail, vous avez chacun votre patte? Est-ce qu'on peut reconnaître votre travail ou est-ce que finalement une armure, si vous faites la même, elle sera identique? Ou est-ce qu'il y aura une chose différente? Elle ne sera jamais identique parce que c'est en fonction de chaque artisan travaille différemment et du coup forcément la pièce, même moi si je refais 2 fois la même armure, elle ne sera pas identique. Alors dans tous les cas, 2 artisans qui font une armure, elle ne sera pas identique. Après ça peut jouer sur des détails que les gens ne voient pas forcément si on n'est pas initié, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Si on n'est pas, je ne vais pas dire expert, mais si on ne s'y connaît pas un peu. Mais on peut reconnaître, je pense, les deux. On ne va pas avoir les mêmes coups de marteau. Déjà, nous, on a à peu près les mêmes outils. Du coup, il y a ça qui est pareil, mais entre un batteur d'armure et un autre, il n'aura pas les mêmes marteaux, pas les mêmes tas, pas les mêmes façons de faire chauffer sa tôle, pas les mêmes patrons. Tout va être différent. Du coup, ça sera jamais identique à 100%. Le mieux, ce serait que toutes les armures soient identiques, c'est-à-dire que on est tous très bons et qu'on arrive à faire exactement pareil. Moi, personnellement, c'est pas encore mon cas, mais ça viendra peut-être un jour. Après, même à l'époque, elle ne devait pas être Non, après, c'est pareil. Quand on se rend compte, aujourd'hui, les clients ont beaucoup d'exigences sur les finitions. Et des fois, quand on voit des pièces historiques, etc., ils n'avaient pas du tout les mêmes exigences à l'époque. Déjà sur la symétrie, sur plein de choses. Quand on voit une pièce de l'époque, quand on la regarde d'un coup d'œil, elle paraît bien, elle paraît parfaite et tout. Si on regarde vraiment, il y a beaucoup de désymétrie, beaucoup d'imperfections, même au niveau du polissage, etc. Beaucoup de traces de lime, de creux un peu des fois. Visuellement, ça paraît joli, mais de proche, c'est pas parfait, on peut dire. Alors qu'aujourd'hui, les clients, si jamais certains comprennent pas qu'ils peuvent
une pièce, voilà, si on veut leur faire une pièce historique, c'est pas du poste société industrielle où tout est parfait, tout est symétrique. Nous on est vachement habitués à ça de nos jours. Et du coup, il faut réussir à faire un peu abstraction de ça. Moi j'ai du mal avec ça, je sais. J'aime bien que tout mesuré, etc. Alors qu'il faut pas forcément, il vaut mieux. Tant qu'à l'œil ça choque pas, en fait, il vaut mieux. C'est bon en fait. C'est ce que je dis à Gaël, même Rudolf, il lui dit arrête, pose ton mètre, si tu vois qu'à l'œil ça va, c'est bon. Voilà, il faut. Après, bon, ça c'est mon côté un peu Perfectionniste. un peu maniaque, perfectionniste. Mais j'arrive à m'en détacher. Mais de toute manière, si on copiait certaines pièces exactement comme elles étaient, comme elles sont dans certains musées, on nous dirait mais putain mais vous faites de la merde quoi. C'est vrai que des fois il y a des trucs, c'est hallucinant quand tu regardes certains becs de passereau, des fois les vues elles sont pas symétriques, il y a des déchirures, il y a des trucs, c'est impressionnant quoi. Tu vois les gros coups de lime, en fait bon, de loin ça, comme il dit Gaël, c'est magnifique, mais quand tu commences à mettre le nez dessus la pièce, tu te dis c'est dégueulasse. Les découpes elles sont faites à l'arrache, c'est incroyable quoi. C'est vraiment. Vous avez moins de précision aussi peut-être à l'époque. Non, forcément c'est que. Comme dit Gaël, moins d'exigences que nous. Et puis les clients. Vous avez d'autres exigences quoi. C'était pas. On va dire que si c'était visuellement bien, c'était bien quoi. Le gars n'est pas regardé s'il y avait un petit pudding qui manquait à un endroit. Lui ce qu'il voulait c'est que ça lui serve, que ça soit joli visuellement et que ça fasse son boulot dans une bataille ou dans un tournoi pour pas qu'il se fasse tuer. Après voilà, c'était pas. C'est une société moderne on n'a pas la même vision qu'ils avaient à l'époque en fait. Alors là on est plutôt du côté reconstitution, source, voilà, présentez-nous tout ça si vous pouvez. Là c'est ma pièce de matériel, tous mes casques que j'ai fait, il y a un peu tous les casques que j'ai fait pour moi, et surtout du viking, là, parce que je fais aussi du combat en viking, que ce soit du style Eastern, ça s'appelle, comme ils font dans les pays de l'Est un peu, et aussi il vient d'apparaître plus récemment un style IMHE, on va dire, du Scar ça s'appelle, où on fait du viking et on a des casques IMHE, là par exemple sur ce casque, j'ai une grille IMHE en fait en dessous sur le casque qui vient me protéger. Et là, tout est autorisé, c'est-à-dire les estocs, on a vraiment cherché à faire du combat le plus historique possible, parce qu'il n'y a pas de source de combat viking, mais le plus historique possible en fonction de sources, on se base sur des sources plus tardives, 13e, etc. aussi, sur du combat à la lance, du combat à l'épée, à la hache, voilà. Après je fais aussi des AMHE en club, alors là c'est de l'escrime civile. Moi j'aimerais bien, je viens de commencer, j'aimerais bien me spécialiser de plus en plus sur un maître d'armes italien du fin 14e, début 15e qui s'appelle Fiore, que tout le monde va connaître un peu moins. Et moi en fait c'est assez ambigu parce que je fabrique des armures et en fait en reconstitution je fais du 13e. Voilà, donc du début 13 avec par exemple la troupe Militaise de Dun, on fait un off chaque année là au château de Puyvert et avec les GMA aussi, les guerriers du Moyen-Âge. Donc ça c'est en évolution sur les années futures, c'est des projets. Mais bon, après le problème du Covid, ça fait que les entraînements, tout ça, en ce moment, voilà, c'est un peu mort quoi. Mais bon, de toute manière, ça va bien finir, on va bien reprendre. Donc après, bon, on a travaillé beaucoup à partir de livres, puisqu'aujourd'hui on a de la chance d'avoir beaucoup d'éditions internationales. Bon, malheureusement en anglais, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, c'est compliqué pour eux. Mais bon, après il y a les livres de Nicolas Baptiste qui sont en français, donc ça c'est bien. Voilà, et puis après on se passe les infos aussi entre batteurs d'armure, que ce soit avec Georges Joliot ou Rudolf Arivald. Quand on se pose des questions, on s'appelle souvent et on se complète en fait. On se complète, on s'améliore tous ensemble, on se complète. Il y en a qui ont vu des choses sur des pièces que nous on n'a pas vues, etc. Donc, et du coup, c'est bien d'avoir ce contact en fait. Ah ouais. En fait, on a tous besoin d'être en contact les uns avec les autres. Oui, on n'est jamais seul de notre côté. Voilà. On n'est jamais seul de notre côté. On ne fait pas chacun son truc dans son coin. Moi, je pense que c'est bien de le dire. Voilà, il n'y a pas de compétition. Non, il n'y a pas de compétition.
Il n'y a pas de compétition, on ne se tire pas la bourre sur les commandes ou quoi que ce soit, parce que de toute manière, il y a déjà très peu de batteurs d'armure en France. Hein, voilà. Et puis c'est une passion, en fait. C'est la passion qui l'emporte sur le commerce, en fait. Hein, voilà. C'est la passion de fabrication, la passion des armures, la passion de ces périodes qui fait qu'on n'est pas en compétition. Nous vous présentons maintenant un reportage tourné par Roland Maillot, Roland de Caume, lui-même, sur la fête multi-époque qu'il organise tous les ans à Leuc, qui est dans le département du 11. Ça se passera les 24 et 25 juillet. C'est un rassemblement de plusieurs époques, de plusieurs troupes qui viennent rendre visite à Roland et animer sa fête tous les ans. Non seulement par amitié, mais parce que l'ambiance y est excellente et parce que Roland a énormément de mérite d'organiser ce genre d'événement avec si peu de moyens. Roland de Caume. Bonjour à tous, je suis Roland Maillot, ou plutôt Roland de Caume, président et seigneur de la Mesnie du Carcassès, qui tous les ans fin juillet, depuis 2012, organise la fête historique de Leuc. Je vais vous présenter en photo la fête de ses débuts jusqu'à la dernière en 2019, et je vous retrouve à la fin. A tout à l'heure. Me revoilà. Alors j'espère que la présentation n'a pas été trop longue. Donc maintenant que vous savez tout, si vous souhaitez participer à la fête, vous pouvez me contacter sur mon Facebook, par mail pour ceux qui le connaissent, ou par téléphone
Pour ceux qui le connaissent, et les modalités restent les mêmes, et je serai ravi de vous accueillir. Donc cette année, le 25 et le 26 juillet, je dois négocier avec le maire, éventuellement avec la préfecture, ça va se faire, et je vous assure que je vais faire tout mon possible pour que la fête se fasse et qu'elle soit la plus belle possible. Alors, à bientôt à tous, bon vent, bonne mer. Un petit film tourné par l'ami Tapayo, notre ami Bruno Dupont. Bruno Dupont qui broie du noir, vous allez le voir, et il n'est pas le seul. J'espère que vous allez tous comprendre le message subliminal qu'il nous envoie avec ce film, parce qu'il nous concerne tous, ce message. C'est la marchandisation de la culture, la mise en boîte de la culture, il n'y a pas d'autre mot. Ce qu'on est en train de nous préparer à la faveur de cette crise sanitaire, c'est carrément de filmer les événements culturels, quelle que soit la nature, que ce soit des concerts, des spectacles ou du spectacle vivant, quelle que soit la nature, on les filme, ensuite on les vend à des boîtes de production, ça peut être sur les réseaux sociaux, sur Internet ou sur les chaînes de télévision, mais j'espère que vous allez comprendre le danger que ça représente pour nous tous, parce que quand on va arriver à cette généralisation de filmer les événements culturels, eh bien on va prendre quelques troupes qui seront sous-payées et qui tourneront toute l'année à la façon des épisodes des séries américaines. Mais que ce soit les intermittents, les roadies, les techniciens qui travaillent avec les intermittents ou les troupes bénévoles, eh bien, on n'aura plus besoin de nous parce qu'on nous fermera tous les endroits où on pouvait s'exprimer jusqu'ici. Donc, regardez bien ce petit film de Tapayo, il est très parlant. Bizarre, hein? Étrange ce moment, ce manque, c'est terrible. Enfin, moi je vous le dis, on le verra le bout du tunnel, on le verra. Il suffit d'avancer. Dans le noir, certes, on ne sait pas. Mais bon, on va pas se faire sauter la tête pour ça, non? Allons. C'est un peu comme un chemin de croix. Faut y croire. Allez. Je vous raconterai. Pas dans un écran. Je ne ferai jamais de vidéo. Jamais, jamais sur Facebook. Je refuse. Non. Et on parle maintenant du principal événement historique de l'année, c'est bien sûr la Rose d'Or. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, cette rose, elle aura bien lieu, je vous le confirme. Elle aura lieu les 9 et 10 octobre, avec une installation possible bien sûr dès le vendredi 8 octobre. Nous avons actuellement 94 troupes qui sont inscrites, donc c'est une des plus grosses Roses d'Or qui aura jamais eu lieu. On en est très content et on vous remercie vraiment pour votre fidélité. Alors, il faut savoir que cette Rose d'Or, peut-être qu'on aura encore des contraintes sanitaires,
Entre autres, pour les cordages le long des camps, eh bien, on délimitera les camps avec des cordages. Et a priori, comme vous l'a écrit Fifi, ceux qui seront à l'intérieur de leur camp ne seront pas obligés de porter de masque et ils ne porteront leur masque que quand ils sortiront de leur enceinte. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que comme pour la grande parade, le grand défilé qu'on a fait au mois de mars, on vous invite d'ores et déjà à prévoir vos masques, mais vous en aurez besoin tout l'été pour toutes les fêtes médiévales. Évitez les masques chirurgicaux. Nous, à la Rose, on ne les acceptera pas. Je vous le dis tout de suite, on acceptera que des masques, quelle que soit la couleur, mais des masques en tissu, mais certainement pas de masques chirurgicaux parce que vous cassez votre image et vous participerez à casser l'image de cette réunion. Voilà ce que je voulais vous dire, et pour le reste, eh bien, c'est Fifi qui va vous parler, entre autres, de la bataille. Il va y avoir une énorme bataille à la Rose d'Or, et qui va vous parler du marché médiéval de la Rose d'Or. Vas-y. Donc pour continuer sur la Rose d'Or, nous avons axé cette année la bataille sur l'artillerie. Donc nous aurons pas mal de troupes avec des pièces d'artillerie. Et pour cela, nous avons missionné Michael Chazot de la compagnie, enfin la troupe Escosor, qui sera le responsable de toutes les pièces d'artillerie. Donc c'est lui qui va faire le contrôle des certificats et, voilà, et des autorisations. Donc il faudra vous adresser directement à lui si vous voulez utiliser vos pièces d'artillerie à la bataille. Ensuite, vous aurez Patrick Adloff qui va gérer la partie archerie, donc qui va aussi bien organiser le tournoi d'archerie et ensuite aussi les archers qui voudront participer à la bataille. Alors pour continuer avec la Rose d'Or, je vous annonce que le marché médiéval est complet, donc les inscriptions sont closes. S'il reste de la place ou des désistements, je vous le ferai savoir ultérieurement. Nous avons décidé aussi de faire un banquet le dimanche midi avec les organisateurs du Grand Sud. Donc on va inviter le maximum qu'on peut. On leur remettra à cette occasion un annuaire que nous allons faire avec toutes les troupes présentes à la Rose d'Or, leurs spécificités, leurs contacts, les photos, de façon à ce qu'ils repartent avec un catalogue en main des troupes qui étaient présentes et qui pourront leur servir ultérieurement pour organiser leur fête. Notre JT est maintenant terminé. Vous retrouverez à la fin le calendrier des fêtes survivantes. On se retrouve dans un mois et on vous dit à bientôt, sur TVR.